Je suis un collectionneur d'objets anciens, un peu rétro, parfois même vraiment vieux. Je m'appelle Wallace, j'écume souvent les boutiques d'antiquités. Et il en est une en particulier qui, malgré le fait qu'elle ne paye pas de mine, avait très bonne réputation. Parfois, voire souvent, il y avait même le beau linge qui venait y acheter ou troquer des objets. C'est pour dire. Quand je suis entré à l'intérieur de celle-ci, elle avait un aspect vieillot, et je ne pus que m'émouvoir devant tant de beauté. Je comprenais mieux sa réputation. Au comptoir, un vieil homme rabougri un peu effrayant, vous savez, le genre de personne qui refuse la retraite, m'a accueilli. Oh, bonjour! Oui, bonjour, balbutiai-je. Son œil droit me perturbait, car il était mort, vide et vitreux. Ne faites pas attention, jeune homme. Mon ingrat physique ne doit pas te troubler. Je ne suis pas un mauvais bourg. J'effraie souvent les pauvres gens comme toi. Cela me ferait presque passer pour un sorcier. Ça évite bien les vols. J'acquiesçai en silence, et je continuai mon tour, quand soudain mes yeux se posèrent sur un genre de petite boîte noire et dorée, au-dessus d'une étagère. Elle prenait la poussière et avait une forme de petit carrousel. Le sommet de celle-ci était orné d'une perle en hématite. Je prends cette petite boîte, mais qu'est-ce que c'est? L'antiquaire chercha quelques instants du regard de quoi je lui parlais, et quand il comprit que c'était la boîte dont je parlais, il se raidit de tout son corps. Pas à vendre. Vous n'en voulez pas, c'est certain. Je peux vous conseiller d'autres boîtes à musique, si vous le voulez bien, mon bon monsieur. Une boîte à musique? Mais c'est parfait. C'est celle-là que je désire, pas une autre. Vous ne voulez pas de cette boîte, et j'ai bien d'autres objets avec du véritable or et de cette qualité, car monsieur est un fin connaisseur des travaux d'orfèvre, cela se voit. Oui, en effet, mais c'est celle-là que je veux, je ne changerai pas d'avis. Il déglutit difficilement. Il prit un marchepied, grimpa, et s'arrêta quelques secondes en silence, restant figé devant cette boîte. Puis, les mains tremblantes, il la prit très délicatement et très lentement, presque de façon cérémonielle. Il redescendit et la posa devant moi. Son visage semblait plus effrayant que jamais, mais il avait peur, cela se voyait. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette boîte? C'est votre objet préféré? Et vous gonflez son prix afin que personne ne vous la prenne? Mon garçon, cette boîte n'apporte que du malheur à ses propriétaires. Je serais ravi de m'en débarrasser une bonne fois pour toutes, mais j'aime mieux l'avoir à portée de main et pouvoir garder un œil sur elle. Le malheur, vraiment? Vous m'en direz tant. Ne vous moquez pas de moi, jeune homme. Je ne plaisante absolument pas. Pardonnez-moi, Vous ne pouviez pas savoir. Cette saloperie, je la briserais si j'en avais le courage et la force. Elle m'a pris mes deux plus beaux trésors, ma femme et ma petite fille. La berceuse à l'intérieur, c'est la berceuse de la mort. Et chaque personne qui l'ont écoutée sont toutes aujourd'hui mortes. Combien coûte-t-elle? Je vous ferai bien un prix, mais vu que vous allez périr, très rapidement, je suppose que je ne vois pas pourquoi je baisserai le prix. Une vie humaine n'a pas de valeur en argent, elle vaut tellement plus. 750,99 €. Votre prix sera le mien. Il a tout de même ouvert précautionneusement la boîte. À l'intérieur, un velours bleu nuit tapissait le fond. Il y avait aussi un genre de mini-podium en velours rouge. Il y manquait ce qui semblait être la ballerine et la clé pour remonter la boîte. Et derrière, au niveau du couvercle, on pouvait voir un miroir sans teint, ce qui n'était pas commun pour ce genre de boîte musicale. Il glissa alors sa main sous son comptoir et en sortit une petite boîte de chaussures qu'il déposa sur le comptoir avant de l'ouvrir. Elle est magnifique. Sans savoir pourquoi, je me sentais super ému, et j'avais envie de pleurer devant cette ballerine d'une rare beauté, presque surnaturelle, d'une très rare précision, tout comme le reste de cette magnifique boîte d'ailleurs. L'antiquaire était lui aussi ému, et posa, ou plutôt enclencha la ballerine sur son podium. Il y était écrit « Miranda ». Elle différait des autres ballerines et portait une tenue orange et noire d'un style tout en dentelle, à la fois baroque. Elle avait la peau très pâle, presque porcelain, et des lèvres rougies de l'intérieur par le sang, de longs cheveux joliment tressés en chignon,
avec de jolies mèches sur son visage. Ses yeux étaient verrons, vert pour le droit, bleu pour le gauche. Elle avait un aspect mélancolique et une grâce faite femme. Sa posture était gracieuse, aérienne et légèrement sensuelle. Elle était pieds nus et portait de petits bracelets de cheville sur chacune d'elles. Grâce à un mécanisme en bois secret, l'antiquaire ouvrit un tiroir sur le dessous, qu'il retira. À l'intérieur, on pouvait y voir de magnifiques engrenages en argent, un vrai travail d'horloger, et un grand rouleau avec des picots, comme pour les toutes petites boîtes à musique à manivelle. Il referma le tout et me dit: « Je vais vous chercher sa clé en airain. Ne l'activez surtout pas ici, s'il vous plaît. » Et il est parti en boitant à l'arrière de la boutique. Pauvre homme, il me faisait beaucoup de peine. Pendant que j'attendais le retour de celui-ci, j'étudiais avec précision et minutie le travail de cette boîte. J'étais stupéfait. Elle était juste, parfaite, magnifique. Je me suis amusé à la sous-peser. Eh bien, malgré son aspect, elle était lourde et légère à la fois. Pourtant, je ne pourrais dire qu'elle semblait fragile, bien que malgré le poids des engrenages et des mécanismes, cela laissait supposer que si elle tombait par accident, elle se briserait. Le miroir était magnifiquement poli. Quand il revint, l'antiquaire m'alerta. « Jeune homme, n'allumez surtout pas cette boîte à musique. Si vous entendez ne serait-ce que la mélodie, vous pourrez être certain... Oui, vous pouvez être certain que votre vie va s'arrêter. » Oui, j'ai compris. Merci, je vais mourir. Je peux avoir la clé maintenant? Tenez, jeune insolent. Mais je ne veux pas que votre famille, votre épouse ou que sais-je encore, vienne me faire tout un speech parce que je vous ai vendu cette boîte. Je vous aurais prévenu, et c'est vous, oui, c'est vous qui avez insisté en prenant cette boîte. Oui, ne vous en faites pas, de toute façon je suis seul. Je pris la boîte, je réglai l'addition, et je partais dans la voiture. Je ne pus m'empêcher de regarder la boîte, tout en pensant à ce que m'avait dit l'antiquaire avant que je parte. Oh, j'ai oublié de vous dire une dernière chose. Il paraît qu'en plus de la musique, certaines personnes l'entendraient chanter. Qui ça? Quoi? La ballerine. Les gens l'auraient entendu chanter en plus de la mélodie. C'était pour vous prévenir. D'accord. Je ne pouvais croire pareille sottise. Je rentrai chez moi. Une fois arrivé à mon domicile, j'eus bien du mal à lui trouver un emplacement, car cet objet allait devenir la pièce maîtresse de ma collection, jusqu'à ce que je décide de la poser sur un petit piédestal en pierre que j'avais acheté bien plus tôt. Et je me suis dit que cela rendrait plutôt bien. En effet, elle était encore plus belle que ce que je l'avais imaginé. Le lendemain matin, vers les 11h, je m'apprêtais à écouter la musique de la boîte quand soudain on frappa à ma porte. J'étais exaspéré et dans un soupir je suis allé ouvrir la porte. C'est vrai, j'avais oublié. Aujourd'hui, j'avais demandé à Tom de venir pour l'informer que je partais à Londres cet après-midi et qu'il fallait qu'il surveille la maison pendant mon absence. Je lui ai donc expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas toucher et aussi qu'il fallait qu'il fasse très attention à ma dernière acquisition, ma boîte à musique. Il accepta, je lui servis un petit café et en fin d'après-midi je partis direction l'aéroport pour aller à Londres. Pendant mon absence, Tom s'empressa de prendre la boîte et de la ramener à sa famille pour leur faire écouter. Tom était père de famille. Il avait une fille et une femme, Amanda et Wendy. Le soir donc, après un bon repas de famille, il décida de leur montrer la surprise qu'il leur avait concoctée. En effet, il leur expliqua qu'il gardait pour moi mes trésors et qu'il avait trouvé parmi ceux-là une magnifique boîte à musique, un véritable travail d'orfèvre. D'ailleurs, il en avait profité la journée pour s'intéresser aux composants complets de cette boîte, les rouages d'argent, le bois et l'or massif.
Ce qui expliquait en réalité la solidité de cette boîte n'était absolument pas surnaturel. Le bois noir utilisé est un bois appelé bois de fer, un bois naturellement résistant et naturellement noir. Le constructeur de cette boîte l'avait juste finement ciselée et très bien vernie. Il incrusta la clé d'airain, la remonta et ouvrit la boîte. La ballerine les subjuguèrent instantanément et elle se mit à valser, de manière hypnotique, de manière envoûtante. Une douce mélodie, une magnifique berceuse, un son cristallin si pur, si beau. Et ce qu'ils n'attendaient pas, c'est ce qui allait leur arriver après avoir écouté cette musique. Quand la musique fut terminée, ils étaient tous émus. Amanda décida d'aller prendre un bain. Wendy décida de retourner dans sa chambre pour jouer. Et quant à Tom, il se dit qu'il allait faire une petite partie de console. Pourquoi pas, il avait bien mérité après tout. De mon côté, lors des enchères, j'avais croisé 2-3 objets antiques ou vieillots faits à partir de bois de fer. En effet, le travail de ce bois étant extrêmement compliqué dû à sa solidité extrême. Mais ce n'était pas cela qui m'avait fait partir en voyage, non. Moi j'étais parti pour un tableau, et troquer aux enchères aussi quelques-unes de mes trouvailles, quelques-uns de mes trésors. Car oui, c'est comme ça que je gagnais ma vie. Quand je suis rentré chez moi quelques jours plus tard, je fus surpris de voir la porte de ma maison entr'ouverte. Après avoir vérifié que personne ne m'avait volé, je me suis précipité chez les voisins. Après tout, je comptais bien sermonner un peu Tom pour ça. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait des policiers qui circulaient, et des banderoles, genre scène de crime. Un policier m'a interpellé. Excusez-moi. Vous êtes son voisin, n'est-ce pas? Pourriez-vous me dire où vous étiez? Pardon, excusez-moi, monsieur l'agent, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je suis collectionneur et j'étais en voyage d'affaires pour des enchères à Londres. Ouais, ok, intéressant. Vous ne savez donc rien de ce qui est arrivé à vos voisins, n'est-ce pas? Non, pas du tout, j'habite dans la maison qui était juste à côté, entrouverte. Est-ce vous qui l'avez entrouverte? Ah, non, c'est votre voisin qui a oublié de la refermer avant de mourir. Je vous demande pardon? Tom est mort? Oui, hélas. Il s'est pendu dans son garage. Et Amanda et Wendy? Amanda s'est noyée dans son bain, et la petite Wendy a fait une mauvaise chute, ou a été poussée dans les escaliers. Elle s'est brisé les côtes et la nuque, et est morte sur le coup. Pardon, vous pouvez répéter? Ils sont tous les 3 morts? Oui, c'est bien ce que je viens de dire. Cela est-ce possible? Auriez-vous des informations? Quelqu'un qui leur en voudrait peut-être? Vous avez l'air de bien vous entendre, notre voisin. C'est une bonne chose. Et vous ne semblez pas suspect. Et de vous à moi, j'ai pas très envie de vous ajouter en plus dans la paperasse. J'ai juste hâte de rentrer. Non, pas vraiment. En revanche, ils possèdent un objet que j'ai oublié chez eux. Est-ce que je suis autorisé à entrer dans la maison? Tant qu'il ne s'agit pas de preuves, oui. Et ne mettez pas vos empreintes partout. Un collègue va vous escorter et vous prêter une combinaison. Et ne traînez pas en cours de route, ou sinon vous finirez en suspect. En effet, cet incompétent de flic ballot et lourd avait totalement raison. De ce point de vue-là, un agent m'a bel et bien escorté. Je ne mis pas très longtemps à trouver l'objet que je cherchais. Il était dans le garage, là où le corps de Tom avait été trouvé. Il restait d'ailleurs la corde avec laquelle il s'était pendu. Décidément, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai retrouvé ma boîte, posée sur son établi. Je l'ai ramassée, en disant aux policiers que j'espérais sincèrement qu'il ne s'agisse pas d'une preuve. Ils m'ont dit que non, qu'ils trouvaient cet objet joli et qu'il n'avait rien de suspect, puisque si ça avait été un meurtre, étant donné qu'il y a de l'or massif dessus, les voleurs l'auraient certainement repris, sachant la valeur de l'or. J'ai acquiescé et je me suis empressé de rentrer chez moi, les laissant travailler. Décidément, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Décidément, rien ne collait. Le lendemain matin, j'étais en train de réfléchir. Et je me suis dit que j'allais pour une fois écouter la musique.
C'est vrai quoi. Comment est-ce qu'une simple boîte pouvait tuer quelqu'un? Non, c'était peut-être une secte, une organisation de tueurs à gages ou de chasseurs d'or, capable de faire passer des meurtres pour des suicides. Mais ça ne colle pas. Non, décidément, ça ne colle vraiment pas, parce que la différence entre Tom et moi réside dans le fait que moi je suis rentier pour diverses raisons, et lui était quelqu'un de plutôt modeste. Ce qui fait qu'il ne possédait ni trésor ni objet de valeur familiaux capables de susciter une telle envie. En revanche, cette petite boîte à musique était capable de susciter bien des envies. Pour rappel, elle est faite en or massif avec plusieurs carats. Elle vaudrait donc une sacrée fortune. J'ai enclenché la clé d'airain, et je l'ai tournée plusieurs fois, et j'ai écouté la mélodie, en ouvrant la boîte lentement. La danseuse est restée figée quelques instants, puis comme une mécanique très bien rodée, elle s'est mise à démarrer. Sa danse était encore plus hypnotique que jamais. Je ressentais toujours cet effet étrange en la voyant, d'être ému sans savoir pourquoi, mais rajouté par-dessus ce bruit cristallin, cette mélodie si pure, si belle, j'étais totalement sous le charme, totalement envoûté. Le reflet de la petite danseuse dans le miroir était enivrant. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de surnaturel avec cette boîte, mais plutôt magique. C'est ça le mot, c'était magique, c'était merveilleux. Quelque chose me surprit cependant. Au bout d'un moment, les rumeurs disaient vrai. J'ai bel et bien entendu une voix. Mais dans un état proche de la somnolence et du rêve, je n'ai pas trop fait attention. Oh, qu'elle est magnifique. C'était sans doute la voix de Miranda, cette petite danseuse. La musique s'est arrêtée, et je me suis amusé à la réécouter plusieurs fois. Comme je m'en doutais, j'ai survécu. Il ne m'est rien arrivé d'anormal. Oh, je me suis peut-être brûlé avec mon café, mais cela m'arrivait régulièrement, surtout quand j'étais distrait. Et là, quelle voix? C'était la voix de Miranda? Non. Comment est-ce qu'un orfèvre ou un horloger, même de génie, aurait pu réaliser, avec des simples bouts de métal, et qui plus est d'argent, une voix humaine aussi belle et aussi cristalline? La mélodie, oui, c'est logique. Mais la voix? Ou alors c'était l'effet de l'hallucination, ou alors c'était un genre de musique hypnotique qui donnait l'impression d'entendre une voix. Décidément, je n'avais pas des réponses. Et je savais qu'il fallait que j'aille revoir ce vieux fou. Il me devait des explications claires, nettes et précises. À mon avis, il devait savoir plus de choses qu'il ne le disait. Et encore une fois, ce n'était pas cette boîte à musique qui pouvait tuer les gens. Non, j'en suis persuadé. Il y avait quelque chose d'autre. J'ai donc pris la décision de prendre mon pick-up et de me rendre chez l'antiquaire. La route se passa sans encombre, sans aucun souci. Je commençais à croire qu'il s'agissait plus d'une superstition qu'autre chose, bien que les coïncidences ne tuent pas des familles entières. J'étais maintenant très proche de chez l'antiquaire. Il ne me restait plus qu'à traverser ces horribles rails. Pas très confortables quand on conduit, ils sont un peu mal faits. À ce moment précis, un chat noir a traversé la route brusquement et je l'ai évité de justesse. J'avais de très bons réflexes de conduite. Et j'ai même réussi à éviter les piétons qui étaient non loin de là. Mais malheureusement, j'avais crevé et j'étais arrêté au milieu de la route. J'ai enclenché les warnings et je suis descendu. Je me suis assuré qu'aucun des piétons était blessé, apparemment tout allait bien, je leur ai dit que je pouvais gérer l'affaire et ils étaient repartis. J'ai pris un pneu et un cric. Selon ce que je savais, il n'y aurait pas de train qui passerait avant au moins 30 à 45 minutes, ce qui est plus que largement suffisant, même pour un débutant, pour changer un pneu. Or, je savais parfaitement changer les pneus. Et j'avais toujours tout prévu, un véritable pneu, pas juste un pneu de secours. Oui, comme j'ai dit, j'étais rentier, donc forcément, je pouvais acheter 2-3 choses utiles. Et j'ai mis en place le cric et j'ai changé la roue arrière. Jusqu'ici, rien d'anormal. Et j'ai même pu me coucher sous mon véhicule, voir s'il y avait des fuites d'huile ou d'essence. Oh, bon sang, qu'est-ce que je suis chanceux. Il n'y avait rien. Le pick-up allait parfaitement bien. Je me suis redressé, j'ai rangé mon matos, et c'est à ce moment-là que l'angoisse a commencé à me prendre la gorge. Les barrières étaient baissées, les lumières ne clignotaient pas pourtant, et elles n'émettaient aucun signal. Un bug ? Non, j'en avais percuté aucune pourtant. Je me suis donc précipité vers ma voiture. Et comme je suis quelqu'un de trop prévoyant,
je me suis enfermé dehors, bien entendu. J'ai essayé une première fois d'ouvrir la voiture. Rien ne faisait. J'ai fait tomber mes clés. Oh, quel con. Mais quel con, me dis-je. J'ai repris les clés et j'ai réussi à ouvrir. Oui, parce qu'en plus... il n'y a pas de système de bouton électrique, c'est un vieux pick-up mais qui fonctionne très bien. La mécanique dessus y est parfaite. Donc il fallait que j'insère la clé et que je tourne. Vous voyez le genre de situation où vous ne devez pas perdre de temps malgré la pression et une chose imminente se rapprochant. J'ai ouvert la portière, j'ai réussi à m'installer, je l'ai claqué et j'ai inséré le contact. Mais la voiture ne démarrait pas. Allez, merde, démarre, allez! Non, vas-y, pas le choix. Il fallait que je parte à pied. J'allais perdre mon pick-up. C'est pas que je n'avais pas les moyens de m'en racheter un, mais sur le coup, on pense plus à sa vie qu'autre chose. Mais la portière était bloquée. Non, allez, ouvre-toi, saloperie, allez! Pour une raison que j'ignore, la portière était totalement bloquée, comme si une force invisible la bloquait. Et je n'arrivais pas à la défoncer. J'ai donc pris un brise-glace que j'avais et j'ai commencé à taper sur la vitre. Elle ne s'est pas brisée. Et je voyais le train se rapprocher de plus en plus. J'étais totalement pris de panique. Non, 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 non!